On voulait vous amener là, en deuxième partie sur les règlements de régie interne. Puis, ce qu'on a fait, en fait, c'est on a converti les principaux éléments que vous devez intégrer sur la régie interne dans un questionnaire. Parce qu'il y a quelques questions clés que vous devez vous poser. Là, pour le bénéfice de la formation, on va vous faire remplir de façon individuelle le questionnaire, mais sachez que toutes ces questions-là, vous devez vous les poser en équipe. Puis en fait, les réponses, puis on vous a donné il y a un outil après là, qui est sur le Classroom, que c'est comme un petit tableau synthèse. Vous pourrez, dans ce tableau-là, reprendre chacun des éléments qu'on aura discuté là pour les règlements de régie interne. Puis en gros, dans le fond, une fois que vous avez votre tableau, c'est un outil aussi qui peut être pédagogique pour intégrer des nouveaux membres. C'est un tableau qui tient sur une page recto-verso. Fait qu'après, tu peux facilement remettre cet outil-là à n'importe qui pour dire, ben voici en gros, c'est quoi nos politiques, c'est quoi nos règlements. Ça va vous aider après à compléter le long document qui est très long, mais qui est plus parce que c'est long parce que c'est commenté. Mais en gros, ce qu'on va voir là, dans la prochaine heure, ça va tenir dans les règlements de régie interne. On va vous mettre les questions. On va y aller par bloc. Donc, prenez la peine. D'abord, première question, élément de réflexion, c'est pas nécessairement lié à la régie interne, c'est lié au statut de constitution. Parce que je sais qu'il y en a qui ont différents types de membres qui ne sont pas encore au clair. Juste savoir quel type de membre vous souhaitez avoir dans votre coopérative. Vous pouvez avoir plusieurs réponses. Travailleurs, les clients, les fournisseurs ou des travailleurs autonomes ou des partenaires. Partenaire, ça peut être genre n'importe quoi, genre un partenaire de financement. Non, partenaire dans le contexte coopératif, on entend des gens qui vont être votants dans votre projet, donc des gens qui ont un certain lien. Ça peut être des individus, ça peut être des organisations qui croient à votre mission et qui ont envie de vous supporter, qui sont votants. Fait que, comme par exemple, techniquement parlant, Desjardins, chaque membre serait partenaire aussi, vu qu'ils ont le droit à un vote ou. Ah, tu veux dire si on prenait l'exemple de Desjardins? Oui. Desjardins, eux autres, dans leur cas, c'est les clients. C'est les membres utilisateurs qui sont les co-décideurs. Il n'y a aucun travailleur qui est co-décideur parce qu'il est travailleur. Il n'y a pas non plus de fournisseurs qui sont co-décideurs ni de partenaires. C'est un modèle. Fait qu'il y a juste les clients. Ah ouais, j'avoue, parce que les clients, c'est les décideurs. Ouais, non, c'est vrai. Ouais, OK. ouais. Parfait. Qu'est-ce que vous avez répondu? C'est pas juste pour savoir un peu, avoir le pouls, où est-ce que vous vous situez dans votre... Faites juste sélectionner les cases qui vous concernent. Que tout le monde comprend comment ça fonctionne le sondage? Oui, ça l'a J'ai répondu. Est-ce que vous l'avez reçu? OK. On va partager les résultats dans... OK. T'en reçois encore, c'est ça, Erika? OK. Il manque un répondant, c'est tout. OK. Bon, mais sinon, on va l'arrêter maintenant. D'accord. And polling. Donc, Isa, je te partage les résultats. OK. La plupart, c'est bon. Travailleurs, évidemment. C'est bon, sans grande surprise. Clients, fournisseurs, travailleurs autonomes, partenaires. OK. Là, je sais que j'ai parlé à certains en particulier par rapport à ça. Moi, je voulais juste vous dire, je ne suis pas du tout anti-coop de solidarité, là, c'est pas ça mon propos, mais je veux juste vous rappeler collectivement, tout le monde, pensez bien à qui vous voulez avoir comme type de membre, puis c'est quoi la plus-value de chacun des types dans votre projet. Est-ce qu'un client, il a envie de participer aux décisions ou il veut recevoir un service? Bon, tu sais, fait que même chose avec un partenaire. Est-ce que ça a une plus-value que vous ayez tel partenaire dans votre projet ou pas? Plus vous intégrez des parties prenantes différentes, plus ça complexifie la gestion de votre projet. Fait que assurez-vous que
chacune de ces catégories-là ont vraiment un rôle important et de motivation. L'autre élément que je voulais vous souligner aussi, c'est que dans la loi des coopératives, la coopérative, elle est faite sur le concept de l'usage. Puis, il y a un article de règlement d'application de la loi qui dit que vous devez toujours faire affaire, 50 de votre volume d'opération doit être fait avec des membres. Donc, si vous avez plusieurs catégories de membres, donc vous avez juste une catégorie, c'est les travailleurs, ça veut dire que votre masse salariale doit être composée majoritairement de membres travailleurs. Vous pouvez avoir des travailleurs qui ne sont pas membres. Il y a des travailleurs peut-être qui vont venir chez vous, ça ne les intéresse pas de participer à des assemblées générales ou des conseils d'administration ou bon, de prendre un risque en investissant un peu dans l'entreprise. Ils pourraient être des bons salariés sans vouloir être un copropriétaire. C'est possible. Mais il faut toujours respecter le ratio de 50 de la masse salariale. Si vous avez une coop de solidarité avec différentes catégories, ce ratio-là est toujours valide pour chacune des catégories. Vous n'avez pas à choisir une des catégories. Donc, si vous intégrez vos clients, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut que 50 de votre chiffre d'affaires soit fait avec des membres clients. Si vous faites un chiffre d'affaires avec des clients qui ne veulent pas être membres, c'est compliqué. Là. Vous avez des problèmes de compatibilité légale. Donc, ça exige quand même aussi une gestion un petit peu plus rigoureuse. C'est pour ça souvent que, mettons, des coops de consommateurs comme Mountain Equipment Co-op, ils ne choisissent pas leurs membres. Tes membres, tu vas acheter, tu prends ta carte de membre, tu payes, puis tes membres et tes votants. Donc, mais si vous voulez choisir vos clients, en disant, bien, il y a des clients avec qui on veut travailler qui sont des clients préférentiels, privilégiés, on a un lien particulier avec eux. Si c'est ça, je vous dirais peut-être considérez-les plus comme des membres de soutien, des partenaires. Là, vous n'aurez pas besoin de respecter ce ratio-là de volume d'opération avec les membres. C'est plus flexible. En tant que partenaire, il n'y a pas ces normes-là. Donc, ça, c'est peut-être un élément à prendre en considération là, quand vous choisissez. Sinon, ben, en tant que travailleur autonome fournisseur, est-ce que ceux qui ont répondu ça, c'est les tatoueurs? Est-ce qu'il y a d'autres coops qui veulent impliquer des travailleurs autonomes ou des fournisseurs dans leur projet? Juste pour bien comprendre, ça serait qui, mettons? Oui, ben, il y aurait nous en jeu vidéo, mais je n'étais pas sûr. Tu sais, j'ai écrit. Désolé, mes écouteurs n'arrêtent pas de bugger. J'ai choisi. Je l'ai coché parce que des travailleurs autonomes en jeu vidéo, il y en a vraiment beaucoup, mais je suis pas sûr si. Parce que là, on s'entend que c'est pour le droit de vote en tant que tel, là, ce sondage-là. Ouais. Je ne sais pas s'il faudrait oui ou non les inclure dans le vote. Ça dépend. Il faudrait qu'on y réfléchisse. Là. Mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup de travailleurs autonomes en jeu vidéo pour plein d'aspects, côté design, art et tout. Il y en a vraiment beaucoup. Là. Mais c'est ça, tu sais, il n'y a rien, il n'y a aucune limite, rien qui vous empêche de faire affaire avec autant de sous-traitants, de travailleurs autonomes que vous voulez. Mais la question, c'est est-ce que vous les voulez comme copropriétaires, co-décideurs? Mais c'est ça, c'est parce qu'il serait, pour avoir le vote en tant que tel, c'est ça, il faudrait qu'ils soient membres de la coop, c'est ça? Oui. Mais une fois qu'ils sont membres de la coop, est-ce qu'ils sont automatiquement employés ou ils peuvent être membres de la coop et quand même être sous contrat ou ainsi de suite? Hein? Ils peuvent être sous contrat, ils peuvent avoir les deux statuts, mais après, moi, je trouve qu'il peut y avoir ça peut être délicat à départir parce qu'un travailleur, l'avantage, je dirais, c'est que son seul client, c'est l'entreprise pour laquelle il travaille. Fait qu'il est dédié à cette entreprise-là. Bien, ce que je veux dire, c'est que l'option, tu sais, de justement de mettre les travailleurs autonomes ou ainsi de suite membres, automatiquement, ils deviennent travailleurs, non? C'est plus des travailleurs autonomes, c'est plus des contractuels puis tout. Ça dépend, mais effectivement, c'est sûr que si un travailleur autonome qui était travailleur autonome, puis là, vous avez un poste à temps plein à ouvrir, vous l'ouvrez, puis il devient un membre auxiliaire, puis vous l'acceptez comme membre, bien, c'est un membre travailleur, puis c'est un membre travailleur. La question dans ce cas-ci, c'est si vous voudriez avoir un modèle de couple de solidarité qui intègre des membres travailleurs salariés qui cohabiteraient avec des gens pigistes à honoraires. Moi, je dis que là, dans ce cas-ci, la complexité qui peut survenir, c'est que les travailleurs à honoraires pigistes ont moins en général de fidélité à l'entreprise parce que eux, ils vont
ils prennent ce qui passe. Une entreprise les engage, ils prennent le mandat, il y a une autre. Bon. Après, c'est quoi le sentiment de propriété, d'appartenance à la coopérative? Est-ce qu'ils vont prendre les meilleures décisions pour votre coopérative ou ils sont tellement éparpillés dans leur mandat que ils ont moins un sentiment d'appartenance avec Ben, honnêtement, vu de même, je dirais que ça ferait quand même du sens en jeu vidéo. Oui, c'est possible. C'est très possible. Oui. En fait, c'est pas mal séquentiel la production en jeu vidéo. Puis ce qui arrive, c'est que tu vas engager justement des travailleurs autonomes, mettons, pendant un mois pour faire telle chose. Puis ben, tu vas peut-être les réengager un an après pour refaire quelque chose, mais sur un autre projet, puis ainsi de suite, puis ainsi de suite. Fait que si tu engages toujours le même monde ou ainsi de suite, c'est peut-être du monde que tu vas vouloir justement qui viennent dans ton entreprise. C'est juste que tu ne peux pas leur donner un poste à temps plein parce que ils vont travailler, mettons, quelques mois par année ou ainsi de suite. T'sais. Oui, non, tout à fait. Vu de même, je pense que c'est bien. Puis, oui, c'est ça. Oui, on va compter parce que je ne vais pas tomber dans les détails de ça, mais je vais juste vous allumer sur c'est pas un choix si ça nécessite réflexion. Fait que prenez le temps de réfléchir, puis ça aussi, on pourra s'en reparler un groupe à la fois pour si vous avez des questionnements sur telle ou telle catégorie de membres. OK. Donc, prochaine question. C'est la même. OK, là, vous avez 2 questions. Donc, la première, c'est vraiment des éléments de régie interne que vous allez devoir inscrire dans votre règlement de régie interne. C'est quoi la part de qualification? Donc, juste pour que ça soit clair pour tout le monde, la part de qualification, c'est le montant d'argent que vous demandez à une personne pour être un membre co-décideur. Là, pour les besoins de l'exercice, on va y aller avec justement la catégorie des membres travailleurs. Évidemment, si vous avez plus qu'une catégorie, vous avez le droit de mettre un montant de part de qualification différent pour les partenaires individus, partenaires entreprises ou clients. Mais disons, là, dans ce cas-ci, on se concentre sur qu'est-ce que vous voulez demander à vos associés qui vont être des travailleurs dans l'entreprise. Donc, pour avoir le droit de vote, disons. Voter. Fait que donc, il y a différents choix. Là. Il y a moins de 100 entre 100, 500, 500 000, plus de 10 000 Puis la deuxième question, c'est quel est votre rapport à l'investissement dans la coopérative? Il y avait... Ouais. Ah oui, il y a plusieurs questions aussi. Donc, est-ce que tous les membres doivent investir le même montant proportionnel? Puis la troisième question, que vous prendrez le temps de répondre, c'est sur quelle base vous voulez répartir les ristournes aux membres. Donc, une fois que vous avez fait des excédents, comment vous les répartissez entre vous? Fait que je vous laisse quelques minutes là, pour compléter. Isa, on a oublié de mentionner qu'on a fait il y a un document disponible sur un Google Doc sur le Classroom si jamais vous voulez prendre des notes suite à ces exercices-là. Donc là, ce qu'on vous fait faire, c'est répondre à des questions, puis vous y allez un peu avec votre instinct. Isabelle va faire des commentaires et si vous, ça vous parle et ça vous dit quelque chose de précis, puis que vous voulez le noter pour votre projet, allez dans le Classroom. Il y a un document doc, le Google Doc, que vous pouvez tout remplir dans la même équipe, qui s'intitule Aide-mémoire régie interne. Si vous cliquez sur Aide-mémoire régie interne, vous allez pouvoir modifier un document Google Docs qui vous permet de prendre vos notes au fur et à mesure. En gros, on va prendre une partie des talents qui vont Isa, j'ai une question ici. C'est quoi la différence entre investissement en fonction des capacités à payer et liberté d'investir ce qu'on veut? Oups. En fait, c'est, mettons, si on les met en comparaison, il y en a un que c'est chacun investit le même montant dans le projet. Après, on investit équitablement avec ce qu'on peut faire. Puis sinon, mettez avec des règles. Donc, chacun, s'il y a quelqu'un qui a plus de capacité de payer ou qui a un plus gros salaire, en paye plus. Mais l'autre, c'est vraiment, il n'y a aucune limite, aucune règle. On investit quand on veut, quand on peut, comment on le sent.
Le 2, ça peut être par rapport au salaire, par exemple. S'il y en a qui ont des plus gros salaires, ben, ils payent en fonction du salaire qu'ils ont. OK, il reste juste peut-être 2, 3 réponses. Donc, je vous laisse encore 10 secondes pour répondre. Ça, idéalement, même, tu sais, ce genre de questions-là, vous pourriez, tu sais, le faire. Il y en a qui ont fait ça, des coops qui ont fait ça en. Là, quand vous n'êtes pas nombreux, c'est pas trop un enjeu, mais quand vous êtes plusieurs, là, vous pourriez les mettre en Google Form puis demander à l'ensemble de l'équipe de compléter de façon individuelle. Puis après, vous voyez vite s'il y a des zones de consensus qui se dégagent de vos réponses. Donc, la plupart, c'est entre 100 et 500. Il y a 5 000 et 10 000, moins de 100. J'aimerais juste entendre peut-être les extrêmes, mettons. Ceux qui ont mis moins de 100, qu'est-ce qui les motivait? Ceux qui ont mis entre 5 000 et 10 000, qu'est-ce qui les motivait? Juste pour comprendre. On dit qu'ils veulent se lancer. Oui, moi je suis dans les extrêmes. OK, vas-y. OK. C'est certain que par rapport à notre projet, enfin, c'est la façon dont je le vois, mais c'est aussi parce que j'ai comme 20 ans d'expérience avec le Moulin à Vent, puis je sais ce que ça coûte. Ça coûte en temps, en argent, de créer, de développer, d'aller chercher une clientèle, etc. Pour la coop, c'est un petit peu la même chose, parce que c'est un marché qui est difficile à aller chercher pour nous. Et quand je dis difficile, ça veut dire qu'il faut qu'on mette les moyens. Donc, si on veut avoir les moyens, il faut que nous, on mette un certain montant d'argent qui soit sérieux, qu'on ne se dit pas « Ah oui, je peux sortir ça de ma poche comme ça », que ce soit, comment dire, un vrai engagement. Parce que cet engagement, on sait que si on fait bien notre travail de plan d'affaires, ensuite, on va pouvoir aller chercher avec, comment dire, des partenaires financiers, on va pouvoir multiplier cette mise par peut-être 2, 3 ou 4 dépendamment des politiques d'investissement de partenaires financiers dans les entreprises d'économie sociale. Okay. Si à un moment donné, l'investissement personnel, il doit être un minimum de 25% de notre projet, ben, ça veut dire qu'on peut aller chercher un 75%. Donc, si on sait qu'on a besoin de gros moyens, ben, il faut aussi qu'on se donne, nous, les moyens d'aller les chercher. OK, parfait. C'est bon. Puis, ceux qui ont mis moins de 100, juste qu'on compare les réponses, les motivations. Personne n'a mis moins de 100. Moi, j'ai mis moins de 100. Okay. Je le voyais comme, par exemple, une part de qualification, c'est pas un investissement à l'entreprise ou à la coopérative. Moi, je le voyais juste comme frais de membre, comme si on était membre d'un syndicat ou autre, là. Alors, c'est dans ce sens-là. Puis, vu qu'on vise une clientèle qui est, culturelle et qui veut aussi toucher aux personnes qui sont plus en difficulté avec les nouveaux arrivants, etc. Donc, c'est dans ce sens-là. Je sais très bien qu'ils ne seront pas tous membres de notre organisation, mais je voulais réfléchir à ça encore. Là. OK. Bien, c'est intéressant parce que vous avez tous des éléments de réponse intéressants. La part de qualification, moi, je vous dirais, là, de ce que nous, on voit dans les coopératives, ça oscille plutôt entre 1000 et 3000. Ça, c'est la moyenne qu'on voit dans les coopes de travailleurs. Parce que bon, un peu comme Christophe le mentionnait, il faut juste faire attention. Il y a différents éléments à tenir en compte quand on met en place le montant de la part de qualification. Il faut que la part de qualification demeure accessible. Comme tu disais, Lucille, il faut que la part ne soit pas un frein au membership. Fait que donc, il faut regarder aussi quel genre de métier on a à offrir. Tu sais, si on a à offrir des métiers au salaire minimum, bien, on ne demandera peut-être pas 10 000 $ d'investissement des membres. C'est peut-être trop. C'est une trop grande capacité de payer pour eux. Par contre, je pense à des coopératives de paramédics qui gagnent, je ne sais pas combien ils gagnent, mais c'est sûr qu'ils gagnent 60 000 – 70 000 par année sûrement. Bien, eux, ils demandent 25 000 $ de part de qualification. Mais dans leur cas à eux, ils demandent 1 000 $ de paiement de part sur 25 ans. Bien, il y a différents éléments. On n'est pas obligé de payer les parts de qualification d'un seul coup. Fait, donc, dans les critères, il faut que ça demeure accessible, lié aux capacités lié au salaire que vous êtes capable d'offrir. Mais
tu as raison, Lucille, de distinguer, c'est pas non plus de la capitalisation comme telle. C'est un montant symbolique, mais symbolique qui est réel, pour te qualifier en tant que membre. Mais en même temps, je rejoins un petit peu Christophe à dire, ben, il faut que le montant symbolique soit suffisamment élevé pour que tu comprennes que tu n'es pas dans une association, tu n'es pas dans un syndicat, tu n'es pas dans un groupe communautaire, tu es dans une entreprise. Puis, si tu ne mets pas assez, peut-être que tu vas peut-être prendre des décisions à la légère d'affaires. Si tu mets un certain montant, il y a comme un sérieux lié à l'entrepreneuriat derrière ça. Mais en même temps, il faut faire attention. J'en ai vu des coopératives où de travailleurs, là, des petites coopératives dans le domaine de la restauration, qui ont demandé 10 000 parce que eux ont confondu justement, il ne faut pas confondre non plus le coût de démarrage du projet avec la part de qualification. Ça se peut que les fondateurs, vous deviez mettre plus que la part de qualification. La part de qualification, c'est un montant qui doit être payé le même pour tous vos membres. Fait qu'il faut qu'il soit assez élevé pour prendre la part au risque, mais pas trop non plus. Mais c'est possible que les membres fondateurs aient à rajouter des parts privilégiées pour satisfaire la mise de fonds qui est nécessaire pour aller chercher le financement. Fait que tout ne se joue pas dans la part de qualification, mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'après, là, peut-être que les fondateurs, vous êtes prêts à mettre 10 000 dans le projet pour le démarrer, mais pensez à la prochaine génération. Le prochain travailleur qui va joindre le projet, est-ce qu'il va être capable de payer 10 000 pour démarrer? Puis si, en mettant 10 000, ben, c'est un frein à l'adhésion de nouveaux membres, c'est peut-être pas la meilleure option. Ça, je reviens avec un domaine dans le domaine de la restauration. Eux, leur part, ils les ont déterminés à 10 000 mais ça fait qu'il n'y a aucun travailleur, à part les fondateurs, qui devient membre maintenant parce que c'est impossible en restauration de payer 10 000 pour être membre. Fait que c'est à ça que vous devez penser. Entre 100 et 500, je vous dirais, pour moi, c'est peut-être la limite. Moi, je privilégierais peut-être plus en haut de 500 pour vous engager, mais il y a moyen dans les règlements de régie interne de dire c'est 50 à l'entrée, puis c'est un pourcentage sur votre salaire. Disons 5 prélevé sur votre salaire jusqu'à concurrence du paiement. Ça peut prendre 10 ans avant de payer, mais c'est un engagement. Vous savez que vous payez un certain montant pour être copropriétaire. Donc vraiment, c'est une décision qui vous appartient, mais c'est un peu, je dirais, les critères ou les balises qui devraient enligner votre réflexion. Après, question 2, votre rapport à l'investissement, ça, sincèrement, ce n'est pas un élément de régie interne, mais je trouve que c'est un élément qui mérite réflexion dans une équipe. C'est quoi votre rapport à l'argent? Parce que dans une coopérative, évidemment que théoriquement, techniquement, l'argent n'interfère pas dans la gestion. C'est un membre, un vote. Mais on le sait, on a des sensibilités, on est dans un monde d'économie capitaliste, ça interfère quand même. Fait que je trouve que ça vaut la peine d'avoir cette réflexion-là. C'est possible que dans votre équipe, parce que vous avez des situations personnelles différentes, ça se peut qu'un membre a la capacité d'avancer, mettons, 20 000, 30 000 puis les autres mettent juste 500 $. Êtes-vous à l'aise avec ça? Est-ce que le membre qui investit plus est à l'aise avec cette différence-là d'investissement ou vous préférez que les règles soient claires et chacun met le même montant? Il n'y a pas de vérité non plus, mais je pense que c'est une réflexion que vous devez avoir en groupe. C'est quoi votre rapport à l'investissement? Est-ce que vous avez peur que s'il y a quelqu'un qui met 50 000, il va vouloir prendre plus de décisions que ceux qui ont mis 500 $? À réfléchir. Puis là, ça, vous pourrez aussi re-questionner Pierre, on pourra le voir plus tard, mais il y a moyen de baliser un peu les risques. Si vous avez quelqu'un dans votre équipe, par exemple, qui investit 50 000 $, vous pourriez mettre de l'intérêt sur ce 50 000 $-là. S'il y a un membre qui prend plus de risques, il n'y a pas plus de pouvoir, mais vous pouvez lui donner un peu plus d'intérêt. Donc, ça compense sa prise de risque, puis ça le met, ça fait un dédommagement aussi pour cette personne-là. Vous pourriez mettre aussi une priorité de remboursement sur ces parts-là avant les autres. Donc, ça rééquilibre un peu le tout. Puis, ça permet aussi, d'où l'idée avec les parts de qualification, c'est que si vous avez des parts de qualification assez élevées, disons 1 000, 2 000, 3 000 $, ça permet éventuellement, quand il va y avoir des nouveaux membres dans le projet, de permettre de rembourser aussi les membres fondateurs qui ont peut-être mis plus dans le projet. Fait que c'est ça aussi l'idée d'avoir un certain montant de parts de qualification. Puis, troisième question, bon, là, il y en a qui ont dit que les ristournes ne s'adaptaient pas à eux. J'imagine que c'est parce que vous voulez vous incorporer comme une coopérative assimilable à un OBNL.
Donc, ça, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. Ce que ça veut dire, en fin de compte, c'est que vous vous interdisez les ristournes, mais vous vous interdisez aussi de mettre de l'intérêt sur les parts. Donc, somme toute, vous vous considérez volontairement un peu sous un statut proche de nos BNL. Et donc, ça vous limite dans le modèle, quoi, parce qu'on ne peut pas mettre, justement, on ne peut pas jouer avec de l'intérêt, des ristournes. Par contre, des fois, il y a certains programmes que ça peut faciliter l'accès à certains programmes dans le milieu culturel. Il faut valider. Puis, si le ministère du Revenu juge que votre mission, elle est une mission sociale, vous pourriez être considéré fiscalement parlant comme un OBNL, donc vous n'êtes pas imposé sur les bénéfices que vous réalisez. Donc ça peut être l'avantage. Sinon, les gens ont plus répondu, donc proportionnellement aux heures travaillées, rémunérées et bénévoles. Effectivement, moi, je pense que c'est peut-être intéressant c'est la manière par les ristournes de compenser le temps de travail bénévole des gens, le temps que vous faites au conseil d'administration, par exemple, parce que surtout, plus ça va aller, si vous avez plus de travailleurs, plus de membres que d'administrateurs, bien, il y a certaines personnes qui vont mettre beaucoup plus de temps que d'autres à gérer l'entreprise. Donc, c'est intéressant qu'il y ait une manière de reconnaître cet investissement-là supplémentaire. Il y a, si vous voulez, plus poussé, il y a des coopératives qui ont développé un système de pondération qui fait que les heures bénévoles non rémunérées valent plus dans l'attribution des ristournes que les heures payées. Ça, je trouve que c'est une façon aussi intéressante de voir les choses parce que les heures rémunérées, elles sont déjà rémunérées, donc vous avez déjà votre salaire. Tandis que les heures que vous faites en implication bénévole de plus sur le CA, écrire les PV, faire des fois la tenue de livre, ben, c'est des heures qui ne sont pas nécessairement payées, donc qui valent peut-être plus cher, que quand vous retournez les ristournes, ben, elles pèsent plus dans la balance. Donc, ça peut être intéressant de jouer avec ça. Ça, vous avez le droit de jouer avec ça. Mais pour ce qui est des règlements, vous avez juste à écrire si vous voulez considérer les heures rémunérées ou non rémunérées. Ça va pour tout le monde? OK. Fait qu'on peut peut-être passer à l'autre série de questions. Donc, des questions sur le membership, je vous laisse les lire, puis allez-y avec ce que vous pensez. Le maximum pour faire en sorte que quelqu'un soit membre, c'est 18 mois, non? Je sais pas. OK. Vas-y avec ce que tu penses, puis... Non, mais c'est juste parce qu'il y a une option qui dit plus que 18 mois, fait que je me questionnais. Oui, je vais répondre. Il reste beaucoup de réponses, Erika, attends. Il reste juste une. Il y a manqué une. Ah, c'est bon. OK. Tu l'as-tu, Isa? Ah, excuse, j'ai pas fait check. OK. Craignez-vous d'ouvrir? Oui. Non. OK. Juste, peut-être, j'aimerais ça entendre ceux qui disent oui. C'est quoi mettons, les craintes que vous avez? Mettons, nous, les tatoueurs, c'est que on est principalement des utilisateurs, puis on a 8 espaces, puis on va partager l'espace beaucoup. Donc, nous, on a déjà fait notre régie, puis on s'est assuré d'avoir une période de probation de 4 mois, si je me souviens bien, t'sais,
pour être certain que ça fonctionne avec les nouveaux membres. Parce qu'on partage beaucoup de temps puis beaucoup d'espace en commun, puis on veut pas que ça vire pas bien. OK. OK. Mais effectivement, je pense que sans nécessairement en craindre, mais je pense que c'est fondamental de bien choisir son équipe parce que oui, c'est vrai que ça peut Ouais, mal aller. Ouais. c'est ça, c'est juste d'être bien préparé à intégrer des nouveaux membres. Plus Ouais. vraiment peur, ouais, parce qu'on s'est arrivé, mais... OK. Donc, ça m'amène à la deuxième question, votre philosophie d'adhésion des membres. Donc, là, la plupart, c'était chaque salarié devra compléter une période d'essai avant d'être membre. Si ces personnes partagent notre vision aux valeurs, ils deviendront membres. OK. Donc, c'est assez unanime. Il y a quelques gens qui disaient les membres seront pour l'essentiel les membres fondateurs. Il n'y a personne qui disait que tous les salariés dès l'embauche seraient automatiquement membres. OK. Puis même pour la dernière réponse, pour l'essentiel, c'est les membres fondateurs, c'est parce que vous ne pensez pas nécessairement tant agrandir l'équipe en termes de travailleurs ou c'est lié à une crainte à ouvrir le membership? Il y a peut-être une personne qui avait écrit ça, mais... OK. Je ne vais pas vous obliger à parler, mais ça, effectivement, moi, je suis de ceux qui pensent que c'est bon de faire une période de probation. La période de probation n'est pas obligatoire dans une coopérative, mais moi, je pense que c'est fortement suggéré parce que vous pouvez connaître une personne, mais même avant de connaître bien la personne, ça prend un certain nombre de temps, mais vous pourriez bien la connaître au niveau de son travail, mais pour être sûr qu'elle partage votre vision de développement, il faut la voir en action quand même un certain nombre de temps. En termes de durée, les gens ont indiqué pour l'approbation 3-6 mois, en gros 6 à 12 mois, plus de 18 mois. Donc, il y a les extrêmes, là, plus de 18 mois, effectivement, c'est plus légal. Donc, ça a changé. Avant, c'était 24 mois, mais maintenant, c'est rendu 1 an et demi. Donc, là, vous ne seriez pas légal. Vous n'auriez pas le droit, là, normalement, de faire plus de 18 mois. L'idée de ça, c'est de dire, on ne veut pas faire niaiser les gens trop longtemps. Là. Normalement, après 1 an et demi, vous devriez être en mesure de savoir si la personne peut être un membre avec vous. Donc, le ministère a voulu clarifier cette relation-là de membre. Moins de 3 mois, moi, personnellement, je trouve peut-être que c'est un peu vite parce que c'est pas long, c'est moins qu'une période de probation. Puis, il ne faut pas confondre la période de probation comme membre auxiliaire avec une période de probation de travailleur. Là, vous ne voulez pas juste savoir si la personne est capable de faire le travail, vous voulez savoir si elle serait un associé potentiel dans votre projet, un co-décideur. Donc, peut-être que ça prend un petit peu plus de temps que 3 mois. Puis ça dépend aussi, je pense, de votre type d'entreprise. Je pense, mettons, les cyclistes, peut-être que vous voyez moins les gens aussi dans votre entreprise parce qu'ils sont sur la route. Peut-être que là, ça va vous prendre plus de temps à les connaître qu'un milieu où vous voyez à chaque jour. Ça peut dépendre aussi de ça. OK. Ça va pour ces questions-là, de probation. On peut voir les autres questions. Donc là, on est sur l'Assemblée générale. Délai de convocation, quorum et la répartition du pouvoir. C'est quoi le quorum exactement? Quorum, c'est le nombre de personnes qui doivent être présentes pour que les décisions puissent se prendre. OK. Si vous voulez que... Ça peut être juste les membres qui sont présents ou vous pouvez avoir une exigence pour que ce soit plus représentatif. OK.
que c'est pas mal complet, Erika? Non, il reste encore 4 personnes. Pas de stress, hein? Il y en a qui sont lents. C'est des grosses décisions, là. Ben oui, c'est ça. Ça n'a qu'il n'y a rien de permanent, là, mais... Non. Encore une seconde pour la dernière personne. Bon, on va l'arrêter là. Oh, voilà. OK. Délai de convocation. Ça, c'est vraiment des éléments là, que vous allez devoir écrire dans votre règlement de régie interne. Ils vont vous demander ça. Puis même aussi, dans vos statuts de constitution, il y a une question pour avoir le nom coop. Ils vont vous demander c'est quoi le délai pour votre assemblée de fondation. Donc, vous devez mettre un délai. Je vous dirais, l'assemblée de fondation, mettez le délai le plus court possible parce que, dans le fond, vous vous connaissez, là, vous avez travaillé sur votre projet. C'est juste pour pouvoir convoquer. Hein. Le délai de convocation, on s'entend, hein, c'est quand vous mettez 10 jours, c'est que le moment où vous annoncez et vous tenez l'assemblée, il y a au moins 10 jours qui se passent. Donc là, vous dites plus de 20 jours. Juste vous amener sur le fait que c'est un délai minimum. Il n'y a rien qui vous empêche d'avoir un délai officiel plus court, mais de vous d'annoncer longtemps d'avance. C'est juste que plus vous le mettez long, plus des fois ça peut vous limiter. Tu sais, si vous voulez quand même, je sais pas, vous voulez quand même faire une assemblée rapidement, vous avez oublié de faire la convocation, de ne pas trop vous limiter. Mais pour une assemblée générale, ça peut être correct 20 jours, là, mais ça pourrait être entre 10 et 20 aussi pour vous laisser de la marge de manœuvre. Vous pourriez écrire 10 à 20 jours dans vos règlements généraux, mais vous, dans votre pratique, vous dire qu'on annonce toujours un mois d'avance. Mais c'est juste que s'il arrive un oubli, ben, vous n'êtes pas pris en disant qu'on ne peut pas tenir l'assemblée au moment prévu. Le quorum, donc les gens disaient, bon, majorité 50-75 %. C'est ça. En fait, le quorum, vous avez plusieurs choix. C'est sûr qu'en étant des petites équipes, c'est bon de réfléchir à qu'est-ce que ça donne un quorum. Parce que si vous êtes 3, mettons, ben 50 %, c'est bon. C'est pas pire. C'est 1,5, fait que vous êtes au moins à 2. Mais est-ce qu'à 3, vous tenez pour que l'Assemblée générale soit probante? Est-ce que vous tenez à ce que les 3 membres soient là? Fait que, il y a une réflexion, je pense, à faire dans votre règlement de régie interne en fonction du nombre de membres que vous avez au moment où vous l'écrivez. C'est sûr que la régie, quand vous l'écrivez pour peut-être un genre de quelques années, peut-être de voir dans les 5 prochaines années comment vous allez pouvoir vous développer et essayer de trouver un quorum qui fit. L'idée, c'est de ne pas mettre un quorum trop élevé pour qu'il soit inatteignable, mais en même temps, vous assurer qu'il n'y a pas une personne qui se pointe à l'Assemblée et qu'elle peut voter pour l'ensemble du groupe. Donc, puis la loi, ce qu'elle dit, c'est que si pendant 2 assemblées générales, vous ne réussissez pas à obtenir votre quorum, l'assemblée suivante, le quorum ne tient plus, même si vous n'avez pas motivé au règlement, parce qu'on ne veut pas non plus vous bloquer. Fait que vous pouvez mettre un quorum dans vos règlements, mais si après 2 rencontres, vous ne l'atteignez pas, il ne tient plus, et c'est le quorum de base de la loi qui s'applique, donc c'est les membres présents à l'Assemblée générale. Et tous ces trucs-là, en tant que tels, est-ce qu'on peut les changer éventuellement, genre, ou... Oui. Un règlement de régie interne, ça se change à majorité simple en Assemblée générale extraordinaire. OK, parfait. Ouais. Là, je parle dans ces détails-là, mais il y a aussi le délai de convocation d'une assemblée spéciale qui est souvent plus court que l'Assemblée générale pour ce genre de choses-là. Au fil des temps, vous allez voir que ça peut ne plus correspondre. Ouais. Puis techniquement parlant, le délai de convocation d'une assemblée générale, c'est possible de ne pas en avoir ou de l'avoir, mettons, à une journée ou... Bien, l'idée, c'est pour les cas spéciaux, justement. Bien, c'est ça. Il y a des délais de convocation pour les conseils d'administration, les CA spéciaux, l'Assemblée générale et les assemblées extraordinaires. Il y a comme ces 4 cas de figure. Puis pour chaque cas de figure-là, il y a des délais de convocation différents. Donc, l'idée quand même du délai de convocation, c'est de s'assurer, dans un contexte démocratique, que vous laissez suffisamment de temps à vos membres d'avoir l'information puis de se mobiliser pour participer à la rencontre. C'est sûr que pour une assemblée générale, une journée, ce serait court, mais pensez aussi à votre contexte à vous. Si vous êtes 3 travailleurs, 4, que vous savez que vous allez rester en assez petit nombre, effectivement, le délai de convocation, à mon avis, peut être plus court.
Mais plus vous êtes dans un contexte où vous voulez rassembler un nombre important de membres, bien là, ça prend un certain moment pour vous assurer de bien les mobiliser. Donc, ça dépend vraiment de votre contexte. Okay. Mais je dirais une assemblée générale en bas de 5 jours, c'est peut-être un petit peu trop court. Là, puis comment voyez-vous la répartition du pouvoir au sein de votre coopérative? Ça, c'est pas une question de régie interne, c'est une question plus de réflexion sur votre gouvernance. C'est assez divisé. On souhaite déléguer plusieurs décisions à une direction générale, un DG fort. Il y en a une majorité pour une assemblée générale forte et un CA fort. Juste vous dire, bon, ben, dans les règlements généraux, vous devez prévoir un conseil d'administration. Mais vous n'êtes pas obligé de le mettre en place. Ça, je ne sais pas si vous saviez, là, qu'en bas, légalement, en bas de 25 membres, vous n'avez pas l'obligation de mettre en place un conseil d'administration. Vous pouvez fonctionner en convention d'administration par les membres. Ça veut dire que l'ensemble des membres sont administrateurs de l'entreprise. Évidemment, ça fait peser plus de responsabilités sur chacun des membres. Donc, la loi, ce qu'elle dit, c'est que pour protéger, pour que les gens ne se sentent pas obligés d'être administrateurs, il faut que 90% des gens acceptent cette situation-là. Si 90% n'est pas à l'aise avec ça, vous êtes obligé de mettre en place le CA que vous avez prévu à vos règlements généraux. C'est sûr que 25 membres, c'est trop, c'est beaucoup. Là. En général, vous allez mettre un CA avant ça, mais dans un cas de coop en démarrage, vous êtes 3-4 personnes, puis que dans vos papiers de régie, vous prévoyez un CA de 3 ou de 5, bien, ça ne vaut pas la peine de le mettre en place parce que vous n'êtes pas assez nombreux pour en mettre un. Donc, à ce moment-là, l'ensemble des membres vont être administrateurs, à moins qu'il y ait une personne qui ne soit pas à l'aise avec ça. Fait que ça, quand même, vous le prévoyez dans vos règlements, le CA, mais vous n'êtes pas obligé de le mettre en application. Donc, ça permet aussi, quand vous dites on veut une assemblée générale forte, bien, ça peut permettre aussi ça pendant un certain nombre de temps, quand vous n'êtes pas très nombreux. Si vous n'avez pas de CA, ça veut dire que l'ensemble des membres participent aux grandes décisions. Donc, ça fait une consultation beaucoup plus directe de l'ensemble de vos membres. Après ça, dans les règlements, en démarrage, on ne vous demande pas nécessairement d'aller dans ces détails-là, mais si vous aviez à remodifier par la suite vos règlements, vous pourriez avoir des précisions sur quel type de décision vous voulez que l'Assemblée générale prenne, quel type de décision vous voulez confier au CA. Puis, si vous voulez vraiment décentraliser le plus possible votre coopérative, vous pouvez déjà nommer des types de décisions que vous voulez absolument que ce soit l'ensemble des membres qui se positionnent là-dessus, selon votre philosophie de gouvernance et de gestion. Est-ce que ça va pour ces éléments-là? Okay. Je me demandais si on pouvait considérer les votes à distance et en fait une forme démocratique, une forme de gouvernance propre en fait qu'on définit ensemble en amont. Mais par exemple, je trouve ça intéressant de se pencher sur la question de la démocratie liquide avec des membres qui donnent des jetons de vote à d'autres membres pour une période déterminée, etc. Est-ce que ça pourrait être envisageable que l'AGA soit à la fois présentielle et décentralisée en ligne? Mais pour l'instant, je dirais non. C'est pas légal. Malheureusement, le gouvernement a toujours un peu de retard sur la technologie. Ce que la loi des coopératives permet, c'est de tenir des assemblées spéciales à distance. Ça, vous pouvez faire ça. Okay. Pour l'instant, les assemblées annuelles doivent être en présence. Là, on a eu une note du gouvernement, du ministère de l'Économie qui permet, dans ce contexte-ci, mais là, il nous permet de faire des assemblées à distance parce qu'on n'a pas le choix. Mais même au début, on a commencé par dire c'est pas légal, s'il y a des recours de vos membres parce que vous les avez tenus à distance, vous êtes mieux des mettre plus tard dans l'année que de les tenir à distance. Mais on est en train de faire des représentations pour changer la loi. Là, présentement, on est en consultation pour ça, puis c'est sûr qu'ils vont les rendre possibles éventuellement parce que c'est trop la base maintenant, mais pour l'instant, non. C'est pas dans la loi. C'est seulement pour extraordinaire. OK, ça marche, merci. Mais tu sais aussi, je vais vous dire, moi, je vous explique la légalité de la chose, puis après, il y a la pratique. Hein? C'est sûr que
vous pouvez toujours faire ce que vous voulez dans votre coopérative du moment où tous les membres sont à l'aise avec ça. Le seul problème, c'est que si jamais à un moment donné, il arrive des tensions, puis il y a un des membres qui n'est plus à l'aise avec la façon de procéder, puis que votre façon n'est pas conforme à la loi, bien là, il y a un certain pouvoir, il pourrait faire une plainte au ministère, puis bon, hypothétiquement, éventuellement, ça pourrait arriver qu'on vous enlève même le statut de coopérative. Là. Fait que, après, il faut juger ça, tu sais, mais c'est quand même du cas par cas. Je sais qu'il y a beaucoup de coopératives en autogestion qui sont pas à l'aise avec le concept de votation. Dans la loi des coopératives, on fonctionne encore avec ce concept-là de majorité simple ou 2/3. C'est pas, on n'accepte pas les décisions par consentement, par exemple. Mais si vous, c'est votre manière de procéder, puis que tous les membres sont à l'aise, vous pouvez l'instaurer. La seule chose, c'est que si jamais un membre, à un moment donné, demandait le vote, bien, pour que la décision soit effective, vous devez respecter les balises de la loi. Donc, on peut, là, je pense qu'il restait une série de questions, Erika, c'est ça? Pour le conseil d'administration? Oui, je vous active ça. Bon. Donc, 2 questions, si vous voulez prendre le temps de les regarder. La composition du CA et la fréquence. Mais Agathe, je suis curieuse, qu'est-ce que tu entends par démocratie liquide? C'est une forme de prise de décision collective, enfin de représentation des membres d'un groupe dans la prise de décision partagée. C'est en gros, il y a chaque membre a des jetons de vote puis tu peux définir différents jetons de vote et tu peux définir des grandes thématiques sur lesquelles des gens dans la structure sont des experts ou ont un avis éclairé ou tu fais confiance à cette personne-là. Et donc, tu vas dire sur toutes les questions qui concernent la communication, par exemple, je ne me sens pas, moi, suffisamment éclairée pour prendre une décision, donc je vais donner mon jeton de vote à cette personne. Parce que j'ai confiance en elle, puis je pense qu'elle prend les bonnes décisions selon moi. Et voilà. Et cette personne, en fait, peut voter pour toi sur les décisions qui sont liées à la communication. OK. Intéressant. Bien, c'est ça, je dirais, dans ces contextes-là, c'est des pratiques tout à fait intégrables dans une gestion quotidienne de coop. Évidemment, quand viendra le temps de voter sur des choses légales, stipulées par la loi, genre, exemple, dissolution de la coopérative, bien, il faudrait quand même que les gens votent, mais rien n'empêcherait de faire un exercice comme ça de consultation. Puis là, une fois que les prises de position sont prises. Après, chacun vote individuellement pour la décision qui juge la plus apte. Donc, je pense qu'il y a moyen facilement d'intégrer ces façons-là, mais tout en respectant pour des grandes questions. Les questions de gestion quotidienne, il n'y a absolument aucune balise légale parce que normalement, c'est l'équipe de direction qui pourrait, dans un contexte très hiérarchique, décider. Fait que vous vouliez l'éclater au sein des membres, il n'y a aucune balise légale. Vous faites vraiment ce que vous voulez. C'est vraiment pour des questions là, vraiment de déménagement de sièges sociaux, de changer les règlements de régie interne. Bien là, il faut officiellement que tout le monde se prononce, mais facilement par des méthodes participatives. OK. Est-ce que vous avez eu le temps, tout le monde, de compléter les 2 questions? Puis juste pour vous dire aussi, pour les questions d'autogestion, on a sensibilisé le gouvernement à ça parce qu'il y a quand même beaucoup de corps de travailleurs qui sont là-dedans. Puis, curieusement, j'étais surprise, mais l'avocate du ministère, elle a vraiment noté ça, elle a fait ses exercices sur le vote la décision par consentement. Puis en tout cas, elle a vraiment, ils sont ouverts. Là, je ne sais pas qu'est-ce que ça va, comment
comment la refonte de la loi va finir, mais il y a quand même, sont curieux et ouverts de ces façons de procéder-là. Quelle serait la composition idéale de votre CA? Donc, la plupart ils disent entre 5 et 10. 10 et 15. Donc, ça, c'est les maximums. Bon, plus de 15, ça tombe bien parce qu'on ne peut pas dans une cour avec plus de 15. J'entendais aussi, là, il y a, je ne sais pas quel organe met des balises de gouvernance pour les OBNL maintenant. Puis, j'entendais qu'on estime que le type de CA idéal pour les OBNL, en tout cas, c'est entre 11 et 13 membres de CA. Dans un cadre coopératif de travailleurs, évidemment, souvent, si vous n'êtes pas si nombreux que ça, c'est même pas possible de faire un CA si grand que ça. Donc, la taille du CA va dépendre aussi du nombre de membres que vous avez. Dans les coop de travail, c'est ça, ça dépend de votre taille. Mais au démarrage, je pense qu'on verrait peut-être plus du 3 à 5. Idéalement, un chiffre impair, c'est toujours bon parce que ça évite des égalités de vote quand tout le monde est présent. Dans la loi des coopératives, une information à connaître aussi, c'est que s'il y avait une égalité de vote, le président a un vote prépondérant. Donc, c'est important de vous assurer que le président de votre coopérative a peut-être je vous dirais, peut-être aussi une certaine nature, qualité d'intégrateur, qui est capable de faire de sentir le pouls du groupe puis de voter dans le sens de ce qui se dit. Si c'est lui qui a un vote prépondérant, ça peut toujours être important. Mais assurez-vous sinon d'avoir un nombre impair. Puis la fréquence des CA minimalement, donc tous les mois, aux 3 mois, 2 fois par année. Effectivement, aux 3 mois, je pense que c'est un bon rythme. Tous les mois, c'est possible que ce soit votre cas si vous voulez, surtout en démarrage pour faire des modifications rapides. Mais je vous dirais, pour les règlements de régie interne, moi, je vous conseillerais de mettre un délai minimal pas trop contraignant. Si vous dites minimalement au mois, ça veut dire que vous ne pouvez pas être aux 6 semaines une fois de temps en temps. Fait que moi, je mettrais, je vous dirais peut-être aux 3 mois ou aux 4 mois dans les règlements de régie interne, mais ça ne vous empêche pas de tenir des rencontres au mois. Donc, vous en tenez aussi souvent que vous en sentez le besoin. Mais dans les règlements, c'est que ça vous oblige à les tenir à un certain rythme. L'autre chose aussi peut-être à faire attention, puis c'est toujours un peu, c'est pas toujours si simple à départir. Dans une petite coop de travailleurs, des fois, on a tendance à confondre les rencontres d'équipe avec des rencontres de CA parce qu'on peut être les mêmes personnes dans les deux instances. C'est vraiment important que vous preniez un temps pour les rencontres d'équipe, c'est la poutine, c'est les opérations, les contrats, qui fait quoi, mais de dire peut-être une fois par mois, on prend un recul stratégique, puis on pense au développement d'affaires, on regarde si on est dans nos targets, est-ce qu'on atteint la clientèle cible, est-ce qu'il faut qu'on change nos produits, nos services, notre promotion. Donc, ça, c'est un autre type de réunion, même si vous êtes les mêmes personnes autour de la table. Je pense que c'est important de faire cette distinction-là parce que sinon, moi, ce que je voyais dans certaines coopératives, c'est qu'on a tendance à ne parler que d'opérations puis plus de stratégie. C'est le stratégique des fois qui prend le pouls un peu de ça. Fait que sinon, est-ce que ça allait pour vous? Est-ce que c'était assez clair? Ce que ça comporte? C'est sûr qu'on y revient. Moi, je vous dirais, dans le document qu'on vous a mis dans le Google Classroom, le petit tableau, là, c'est un peu à chaud les questions, comment établir les parts de qualification, combien de membres est composé le CA, c'est quoi le délai de convocation. Fait allez-y à chaud, mettez vos notes à chaud dans ce que vous pensez qu'on devrait mettre. Vous en discuterez avec votre équipe. Quand vous serez prêt à faire vos règlements de régie interne, on a un canevas commenté dans vos documents de Google Classroom. Prenez-le, complétez-le parce que vous avez l'essentiel de l'information. Puis après, quand c'est complété, vous nous l'envoyez, on fait une relecture. Puis après, si on voit qu'il y a des éléments qui nécessitent une clarification, on peut se rencontrer pour finaliser ça. Puis je vous rappelle juste dans la chronologie, je dirais première étape, c'est de demander dans les éléments de vie associative, c'est de demander vos statuts de constitution. Vous faites la rédaction de vos règlements généraux. Quand ils sont à votre satisfaction, là, vous êtes prêt à faire votre assemblée de fondation où vous allez adopter formellement ces règlements-là.
donc dans les étapes de vie associative. Ça va pour tout le monde? Donc, je vous dirais, moi, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui pour régie puis complémentarité d'équipe. Je relance. Dites-moi, envoyez-moi peut-être un message individuel ou par Slack. Les équipes qui avaient seulement 2 personnes qui avaient complété le formulaire de vision partagée, si vous voulez que je l'analyse quand même parce que vous n'avez pas encore de 3e membre et ce n'est pas quelque chose que vous allez avoir à courte vue, dites-le moi, je vais l'analyser, je vais revenir avec la synthèse. Ceux qui n'ont pas complété du tout le questionnaire, bien, je vous invite à le faire parce que c'est quand même intéressant comme feedback. De faire le tableau synthèse de la régie interne. Puis l'autre chose pour le cours de la semaine prochaine, on parle d'études de marché. Je ne sais pas où ça en est, mais on vous avait fait un petit questionnaire de clients mystères le premier cours. On vous avait demandé d'écrire pour le bénéfice des autres groupes qui vous pensiez qui étaient les clients principaux, les segments de marché de chacun des projets. Là, vous commencez peut-être un petit peu à vous connaître, peut-être pas non plus complètement assez, mais je vous dirais, faites-le, ça peut être intéressant pour les autres. Allez compléter ce lien-là, allez-y avec ce que vous pensez instinctivement, puis on pourra redonner les réponses à chacun des groupes la semaine prochaine. Ça va vous alimenter dans peut-être des types de clientèle auxquels vous n'aviez pas pensé, que quelqu'un d'autre dans le groupe a peut-être pensé pour vous, qui peut vous ouvrir quelque chose, un nouveau marché.